Bonjour à tous et toutes, et donc pour évidemment des gens qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Karine Spinera. J'ai décidé de faire ce film après avoir participé hier au tournage du débat de l'émission de la soirée continue, donc sur France 2 et qui va être diffusé demain soir, donc avec un téléfilm, L'épreuve de l'amour, et qui va être suivi du débat sur, tranchant la fin du tabou, c'est sous un questionnement. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je suis parti là-bas, je crois, autant en pleurs que furax, autant déçu que déçu par eux, déçu par moi. Et donc, ce que je compte faire, c'est, dans une première partie, je vais vous dire ce que j'aurais souhaité dire, ce que j'avais préparé pour cette émission. Ensuite, je garderai une deuxième partie pour dire ce que je reproche au dispositif dans lequel j'étais, mais ce que je me reproche aussi à moi-même. Je me reproche dans le sens que ça puisse servir à d'autres, de ne pas commettre les mêmes erreurs, de pas se rater. Voilà. Donc c'est un but pédagogique et pas d'autoflagellation. Encore que, enfin hier, oui, c'était de l'autoflagellation. Ce matin encore un petit peu, là un peu moins. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de pouvoir avancer. Alors, je vais prendre les questions une par une. Alors quand même, alors au début, je veux montrer les petites fiches que je m'étais faites. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, on le voit peut-être pas très bien, mais donc il y a des parties raturées, ça c'est des petites corrections. Il y a une partie en gras, c'est la priorité. Et donc, par rapport au temps de parole, évidemment, quand on sait qu'on va avoir 30 secondes et moins d'une minute pour parler, je pensais que j'aurais ce temps-là, au départ quand même, ce qui me semblait un peu le minimum. Et puis des parties subsidiaires, on va dire. Donc ici, par exemple, sur la question des chiffres, sur combien il y a de trans. Donc au départ, j'avais 1, 2, 3, j'avais 4 paragraphes et finalement, à l'arrivée, j'en ai que 2. Je l'ai réduit à 2. Alors, dans un premier temps, je vais vous les lire. Je les avais appris pour l'émission. Alors, pour la question des chiffres. Pour aborder la question des chiffres, il faut passer par une série de questions au préalable pour s'apercevoir de l'impossibilité justement d'une réponse qui puisse satisfaire tout le monde. Alors, l'idée c'était de qui compte-t-on? Ça veut dire quelle population de trans sont considérées en général par ces chiffres. Comment? Ça veut dire c'est la question des critères. Quand? Évidemment, c'est quelle période? Je veux dire en 60 et en 2017, ça ne sera pas forcément la même chose. Et sur quelle période, selon qu'on prend en 2 ans ou qu'on prend en 10 ans. Alors, ça, c'est des commentaires que je mets entre parenthèses pour vous. Alors, ensuite, je passais directement à, pour faire court, sans cette expression, donc je passais quand même sur tout ce que je viens de vous dire auparavant. Alors, sur la base des enquêtes européennes des années 2000, la Haute Autorité de la Santé souligne dans son pré-rapport de 2009 qu'une prévalence réaliste donnerait une femme trans pour 10 000 personnes et un homme trans pour 50 000, ce qui, en 2017, nous amènerait à un chiffre entre 4 000 et 5 000. C'était l'occasion de souligner que ce chiffre paraissait un petit peu pauvre, puisqu'il est essentiellement centré sur des critères de la médecine, entre autres. Ça me permettait de rebondir sur 2 autres chiffres et d'en arriver à l'associatif, puisqu'on ne parle jamais de l'associatif en matière de chiffres. Alors je citais le chiffre de 2012, je crois que je me suis planté dans la date d'ailleurs, de l'association trans qui avait communiqué sur un chiffre de 15 000 personnes. Mais là, je pensais donner une autre ampleur en citant cette fois-ci le travail et les chiffres de l'association Chrysalide de Lyon. Alors qui donne une perspective, elle, qui est tout autre que la première où on a un tout petit panel. Alors cette fois-ci, c'était... j'expliquais qu'avec son travail de terrain, cette association-là, elle communiquait sur un chiffre de 80 000 personnes et qu'en plus, elle soulignait qu'il y avait une parité des publics. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans un schéma 3 femmes pour un homme trans, mais on était dans une parité entre les deux, entre le type de, entre guillemets, de genre trans, pour faire au plus court. Alors, ça me permettait de dire qu'effectivement, la transidentité n'était pas un phénomène exceptionnel. Alors, c'est vrai que ça peut paraître long comme ça, mais c'est parce que j'ai pris le temps des petites parenthèses, sinon ça durait 30 secondes. Ensuite, j'avais sous la manche quand même d'autres chiffres. Alors j'avais entre autres l'enquête aux Pays-Bas de Lisette Kuiper, donc une enquête de 2012, et elle montrait des prévalences qui étaient hautes, tellement hautes que si on rapportait ces chiffres-là à la population française, on arrivait à un chiffre de 600 000 personnes trans. J'avais encore un autre chiffre sous la manche, c'était celui de Colline et de son équipe, qui était arrivé en 2016 à l'idée que les trans représentaient 0,5 de la population aux États-Unis, ce qui n'est pas non plus un chiffre anodin.
Alors, le canevas que j'avais ne correspondait pas tout à fait à ce que j'ai vécu dans l'émission, donc je vais essayer de reconstituer l'ordre dans lequel, puisque finalement, oui, voilà. Alors la deuxième question à laquelle j'ai eu le droit de répondre, ça a été qu'est-ce que le trouble de l'identité de genre? En fait, c'est pas moi qu'on l'a posé, on l'a posé à la pédopsychiatre, ce qui fait que je suis resté un peu bête. Et d'autant plus que je voulais revenir sur cette notion de trouble de l'identité de genre, rappeler qu'elle venait du DSM, qu'elle avait été abandonnée au profit d'une, je crois qu'elle est pire encore, c'est celle de dysphorie de genre. Je voulais préciser qu'elle était contestée par le terrain associatif et que les trans ne souffraient pas de troubles, n'étaient pas dysphoriques, mais c'était plutôt la société qui avait un malaise envers les trans et que donc c'était la société, elle, qui était dysphorique. Je voulais aussi rappeler, mais alors ça, je l'avais de côté, c'était limite une anecdote, une pirouette. Hein. Je voulais quand même rappeler qu'en 87, justement, Antenne 2, donc l'ancêtre de France 2, le professeur Jacques Breton, donc entre parenthèses le père fondateur de la prise en charge en France, avait répondu exactement à la même question. Il avait dit que s'il avait la réponse, on lui aurait filé le prix Nobel. Donc moi, je voulais expliquer que personne, lui, il n'a jamais eu le prix Nobel. Personne derrière lui n'a jamais osé le réclamer pour avoir eu cette réponse à cette question. Et qu'en plus de ça, en 70 ans, la recherche, donc la médecine n'avait jamais pu apporter une réponse et n'avait pas, comme elle n'avait pas pu démontrer qu'il y avait un trouble ou une pathologie mentale. Bon, alors évidemment, c'est passé à la corbeille. Alors l'autre point qui aurait pu être souligné à cette question, c'était d'expliquer que il n'y a pas un trouble finalement qui serait spécifique à une identité de genre. Ce qu'il faut considérer, c'est le développement de l'identité de genre, c'est-à-dire la conscience d'être une fille ou un garçon, dans le cas des enfants par exemple, et qui est commune du coup à tous les enfants, d'expliquer que les uns et les unes et les autres se développent dans l'acceptation de leur genre, d'assignation, s'y reconnaissent et non pas à se questionner, mais que pour d'autres enfants, eh ben justement, ce n'est pas le cas. Pour certains enfants, il faut justement, ils sont amenés à se questionner parce que cette adéquation, cette acceptation en tout cas, elle ne se fait pas. Alors aujourd'hui, ces enfants, ils tentent de se développer dans un genre ressenti en l'exprimant de plus en plus tôt, car le contexte socio-culturel est plus favorable à cette parole, car les parents sont aussi davantage informés, dont par les associations quand même, et qu'ils sont de fait aussi mieux informés. Alors, il quand même souligner le rôle des parents qui sont aussi bienveillants et aimants, quand même. Bon, alors j'avais encore d'autres cartes sous la manche, mais là, c'est vrai que ça commençait à faire un petit peu long. Alors, ensuite était prévue une autre question sur quelque part, que je retrouve la fiche. Hein. Oui, alors il y a eu aussi la question sur le chiffre des enfants trans, et c'est vrai que là, du coup, plus ou moins, ça avait déjà été répondu, et c'est pas moi finalement qui ai apporté non plus les réponses. Moi, pour ma part, je comptais parler quand même de cette visibilité accrue. Alors d'un côté, effectivement, il y a une recherche qui s'est intéressée aux enfants, puis ça date d'avant 2013, hein, déjà avec l'équipe du DSM qui bossait sur le DSM-5, déjà, il y avait des travaux qui étaient en cours, et puis il y en a eu d'autres pour la CIM. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais que dans le même temps, ces enfants et la question des discriminations envers les enfants trans se posait aussi, notamment avec la visibilité des suicides. Je pense à Lila Alcorn et à Alan, donc qui avaient tous deux 17 ans. Donc Alan, c'était à Barcelone, hein, et donc Lila Alcorn aux États-Unis, qui sont suicidés, qui ont laissé des testaments. Et dans ces testaments, entre autres, hein, font état, donc pour l'une, du refus des parents, donc un non-soutien des parents, et dans l'autre cas, du harcèlement scolaire. Il me semblait quand même important de rappeler ces deux points-là. Donc, il y avait aussi une autre question sur les tabous. Alors là encore, j'ai pas vraiment pu, parce que j'ai essayé de répondre à une question à laquelle je n'ai pas pu répondre pour compléter, et résultat, je me suis carrément loupé sur celle-là, et je n'ai pas pu vraiment répondre grand-chose. Alors, il y a eu aussi celle des questions des chiffres sur la transphobie, et là j'ai eu plus de temps, mais encore une fois, je n'ai pas pu tout placer. Alors ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que 80%, évidemment, était un des chiffres les plus éloquents du rapport transphobie. Que cela voulait dire que presque la totalité des personnes trans vivent au moins une fois, et au moins une fois minimum, donc un acte de transphobie dans leur vie. Et je voulais en profiter pour donner deux chiffres qui me paraissaient importants. Donc le premier, c'est que 97%, donc de ces 85% qui ont été discriminés au moins une fois,
ne portaient pas plainte, n'avaient pas porté plainte par peur de vivre une nouvelle discrimination par les autorités censées les protéger. Alors le deuxième chiffre, c'était pour rappeler les chiffres de SOS homophobie du dernier rapport. Et on note qu'en 2016, donc l'association avait recueilli 121 signalements de transphobie contre 63 témoignages en 2015. Donc ça veut dire que on est carrément dans quasiment le double. Hein. Et ça permettait une nouvelle fois de signaler que médiatisation, pipolisation ou encore un arsenal juridique ne rime pas forcément avec une société bienveillante et tolérante. Alors, enfin, que tous ces chiffres, hein, elles semblent susciter aujourd'hui une surprise. Tout le monde est étonné. Les trans, ils essaient de se suicider à des taux de 60 ou 65%, etc., etc., etc. C'est la surprise chez tout le monde. Une sorte même d'incrédulité quand même. On se demande si les chiffres sont fiables. Alors, moi j'ai expliqué qu'ils suscitaient la surprise parce qu'ils semblent tous élevés, et ils le sont, mais ils sont tous fiables. Ils surprennent aussi parce qu'on ne mesurait pas la transphobie avant la montée en puissance des associations et des collectifs de support comme de militance sur les questions d'égalité de droit. Et moi, il me semblait que hier soir, on devait aussi parler des associations, ou en tout cas permettre aux associations d'avoir un pied dans la soirée. Alors enfin, parmi les autres questions, il y a peut-être aussi celle de la question pourquoi on ne doit pas utiliser... alors je la cherche, hein, parce que là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Oui, ça y est, j'ai mis la main dessus. Alors le point sur le vocabulaire, effectivement, sur le mot transsexuel. Alors, je voulais expliquer qu'en effet, un point sur le vocabulaire était très important, parce que les termes transsexuel, transsexualité, transsexualisme appartiennent au domaine médical, et qu'ils ont été rejetés par une grande partie des personnes concernées, au moins pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'ils renvoient tous à la sexualité et non à l'identité de la personne. Et qu'en ce sens, transgenre et transidentité étaient forcément plus adéquats. La deuxième raison, il y en a évidemment, il y en a des dizaines, mais je voulais en citer au moins deux, c'est que la deuxième, c'est qu'avec la politisation de la majorité des personnes et des associations pour la reconnaissance d'une existence et de droits, le terme a été estimé pathologisant. Et que les personnes ont voulu rompre notamment avec l'idée que le seul critère de la souffrance pouvait définir leur parcours et leurs expériences de vie. Et que la volonté des gens a été de rompre avec le statut d'étude de cas en vivant une identité plus ouverte, avec fierté et en fait, de fait, plus visible. Alors, la question sur la simplification du changement d'état civil, j'ai rien pu dire. Alors que je voulais expliquer quand même que les associations, elles réclamaient une déjudiciarisation et que ça soit déclaratif. Je n'ai pas pu le dire tout simplement parce que on m'a prié de partir du plateau. Et donc la pédopsychiatre qui devait partir est restée à ma place. Mais je m'y attendais, je l'ai vu dans le déroulé de l'émission, mais je vais y revenir. Enfin, pour donc, ce fameux paradoxe qu'on interroge donc, entre la discrimination et la visibilité croissante, hein, je voulais quand même donner une perspective qui était pour donner, c'est-à-dire je voulais rappeler le cas de Caitlyn Jenner. Donc, hein, elle fait sa couve de Vanity Fair en mi-2015, elle est dans l'un de ses pics de médiatisation, et à la même période, il y a 20 meurtres aux États-Unis de personnes trans. Sur ces 20 meurtres, ce sont 20 femmes. Sur ces 20 femmes, on compte 18 femmes noires et précaires. Donc je voulais rappeler quand même que les critères les critères évidemment donc de peau, les statuts sérologiques, la classe, l'orientation sexuelle, etc. venaient aggraver la transphobie par le cumul justement des critères de discrimination. Et en fait, tout ça pour aboutir quand même à cette formule qui me semble intéressante, c'est que Jenner, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Et qu'il ne fallait pas perdre que toutes ces célébrités actuelles servent dans des espaces quand même qui sont hors du quotidien des personnes trans. C'est le monde du cinéma, c'est le monde des séries, c'est le monde de la mode, des people, du sport, etc. Qu'on ne peut pas mettre de côté le phénomène de pipolisation de personnes trans qui sont des célébrités. Et que cette visibilisation, elle ne bénéficie pas forcément, ou en tout cas qu'en partie, aux personnes trans de l'espace public.
Voilà le point quand même, des points que j'aurais aimé souhaiter parler. Alors maintenant, je vais dire pour moi ce qui n'est pas allé. Alors la première chose, le vocabulaire de l'émission. J'avais pourtant eu des échanges mails donc au préalable pour expliquer que par exemple, trouble de l'identité de genre, ça ne le faisait pas. Qu'il valait mieux passer par, je ne sais pas, par exemple, sentiment d'inadéquation. C'est vrai, c'est la même chose. Mais ça n'a quand même pas la même portée, on va dire, en termes de... Ça n'a pas la même portée pathologique. Si vraiment il fallait passer par ce langage-là, ou du moins que dans ce cas-là, il fallait qu'il s'efforce de préciser que ça venait du monde médical. Et donc j'avais vraiment insisté là-dessus, j'ai les mails. Des questions intrusives, le nom, voilà, il y a eu des choses sur le prénom d'avant. Évidemment, on a assisté à des choses comme les photos d'avant. Alors après, on pourra discuter sur ce que les gens acceptent ou n'acceptent pas. Vous verrez l'émission, ce sera à vous de juger et pas à moi. Moi, je vous souligne simplement qu'un certain nombre de dispositifs sont toujours là, que je les ai travaillés, je les ai critiqués, j'ai montré en quoi ils pouvaient être estimés comme une maltraitance médiatique par les gens qui regardent ces émissions, parce que on crée des émissions en disant oui, on pense bien faire. Hier, tout le monde pensait bien faire. L'animateur, tout le monde pensait bien faire. Le problème, c'est qu'on oublie que les personnes trans regardent ces émissions. Il n'y a pas que le grand public qui regarde. Et on pense devoir faire comme si ça ne s'adressait qu'au grand public. Et c'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Il faut aussi respecter cette parole du terrain. On prétend dénoncer les violences envers les trans, mais justement, alors pourquoi pas tenir compte aussi de leurs revendications et de leurs demandes et y interroger la médiatisation. Donc hier, c'était l'occasion pour eux de le faire. Avec moi, avec ma présence, ben non, ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Alors peut-être que voilà, peut-être que j'étais pas la personne la plus adéquate pour le faire. Alors d'autres choses dans le dispositif, ça a été aussi le temps de parole. Donc ça démarre par Marie, vous le verrez, avec un temps de parole quand même qui est assez long. Quand ça arrive à moi, j'ai pas fini ma première fois, je suis coupé. J'essaye d'en faire une seconde, je suis coupé. J'essaie d'en faire une troisième, je suis coupé. C'est extrêmement déstabilisant. Ça m'a littéralement jeté dans les cordes. Je m'en suis pas remis de toute l'émission. Le second point, c'est que j'ai des soucis d'élocution. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que voilà, donc suite à une mâchoire fracturée, j'ai du mal à parler, et que hier soir, avec l'anxiété, j'avais je pouvais pas boire, j'avais la bouche très sèche, et donc j'avais vraiment de gros problèmes d'éducation qui m'ont gêné, qui ont gêné l'animateur, et qui à mon avis ont gêné les gens qui lui parlaient à l'oreillette. Donc je pense aussi que c'est une des raisons du fait qu'on abrège ma prestation. Je ne suis pas sûr non plus que tout le monde était rassuré des choses que je pouvais avancer. En tout cas, j'ai eu ce sentiment. Je trouvais que finalement, on parlait beaucoup plus des médecins, de la médecine qu'on me l'avait promis, ou en tout cas qu'on m'avait assuré, qu'on allait aborder la question plus sous un angle culturel, plus sous un angle social, et finalement, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Alors, peut-être que je me trompe, je me trompe, ce sera aussi à vous de voir. Alors, là, je tape en partie sur on va dire sur la production, parce que j'ai quand même vu des schémas se répéter encore, et on va encore y avoir droit. Donc, c'est gênant. Alors, pour ma part, quand même, parce qu'il faut aussi que je me remette en cause, hein. Je le disais tout à l'heure, je n'ai peut-être pas été forcément la personne qui était la plus adéquate, ou en tout cas la mieux armée pour y aller. Moi, c'était ma première télé. J'ai toujours refusé la médiatisation. Là, franchement, ça donne pas envie d'y retourner. Ça veut dire que critiquer, connaître un média, le travailler, c'est pas suffisant. Il faut aussi un certain type de personnalité. Il faut du média training. Il faut se faire former. Et surtout, effectivement, il faut aussi être très bien renseigné sur ce qui va se faire, et pas forcément se baser sur des échanges, oui, parce qu'on peut croire sur la bonne foi d'échanges qui dure un certain temps, etc. On peut éventuellement y croire, mais que ce n'est pas toujours ce à quoi on a affaire au moment où on arrive dans le studio. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, je pense que ça sera intéressant que vous fassiez une idée du dispositif. Je vous remercie.